Voilà, pour ceux qui viennent de se joindre à nous, parce que je vois là qu'il y a des personnes qui viennent de s'ajouter en cours de route, je me représente très brièvement. Marie-Ève Arbour, c'est moi la fondatrice de Visages Régionaux. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je trouvais que c'est quand même important de prendre quelques instants pour présenter Visages Régionaux. Nous sommes depuis 12 ans maintenant une agence de marketing territorial, mais on fait aussi du développement des communautés. Donc, on est une équipe d'une dizaine de personnes qui travaillent activement à rendre nos régions encore et toujours plus debout, ambitieuses, belles et uniques. C'est la mission qu'on porte chez Visages Régionaux. Donc, je vais revenir à ma présentation. Ça va me prendre juste quelques petits instants ici. Donc, voilà. C'est ça. Donc, vous voyez là, la mission qu'on porte et là, je vous ai mis une petite photo là, pour que vous puissiez voir quelques visages qui composent notre équipe. Donc, on a une approche chez nous là, qui touche autant les communications, mais aussi le développement régional. Donc, on travaille sur différents sujets avec différentes approches, tout dépendant des besoins des territoires. On fait de la stratégie. Mais également de la consultation là, pour tout ce qui touche la mise en place, le développement de stratégies d'attractivité, du conseil en développement local et régional. On fait aussi de la création de marques territoriales pour les territoires qui sont rendus là dans leur développement. On a également là, tout un côté de l'entreprise qui fait la production de contenu. Donc, une fois qu'on a développé une marque territoriale avec un territoire, que ce soit une municipalité ou une MRC, à ce moment-là, on vient faire des productions régionales. Donc, ça veut dire faire des sites web, du contenu vidéo, audio, balado également, donc pour faire rayonner les différents territoires qu'on accompagne. Mais depuis, en fait, 2022 là, est une année assez excitante pour nous chez Visages Régionaux parce qu'on est en train de refaire notre propre branding, notre propre site web pour devenir un diffuseur et un producteur de contenu sur les régions au sens large. Donc, éventuellement, là, dans les infolettes qu'on envoie, on vous donnera un petit peu plus de détails là-dessus. Mais le premier grand projet qui nous occupe dans les productions Visages Régionaux, c'est un tout premier balado, en fait, qu'on coproduit avec Radio-Canada et qui se retrouvera dès le printemps sur la plateforme audio. Donc, jeudi, donc dans 2 jours, je pars en production avec une partie de l'équipe pour aller enregistrer là, ce balado. Et donc, on va se promener à partir de cette semaine, mais jusqu'au mois d'avril pour aller un petit peu partout au Québec, là, rencontrer des gens qui transforment, qui façonnent nos régions pour essayer d'aller voir un peu qui transforme qui, en fait. Est-ce que c'est les nouveaux arrivants qui transforment les régions ou c'est les régions qui les transforment? Donc, c'est un peu la base de ce projet-là. Et on a aussi, depuis peu, lancé la centrale de l'attractivité des territoires, dans laquelle vous vous trouvez en quelque sorte. La centrale là, qui se veut un endroit d'échange sur différentes solutions pour développer l'attractivité des territoires. Donc, voilà pour la petite introduction sur qui on est chez Visages Régionaux. Vous pouvez aussi aller voir là, sur notre site web, là, toutes les réalisations qu'on a faites sont assez à jour. Donc, en guise d'introduction sur le sujet de l'attractivité des territoires, j'avais le goût de positionner une nouvelle assez importante pour nos régions qui est sortie au mois de janvier. Vous avez probablement vu passer le dernier bulletin sociodémographique de l'ISQ, l'Institut statistique du Québec. Dans ce bulletin-là, on prend connaissance que la pandémie a accentué des mouvements assez importants de population des grands centres vers les régions du Québec. Donc, le dernier bilan, c'est de juillet 2020 à juillet 2021. Les migrations interrégionales ont été 19 plus importantes que l'année dernière. Et ça veut dire que Montréal a enregistré des pertes nettes de 48 300 personnes dans ses échanges migratoires avec les autres régions administratives durant cette année-là, ce qui représente un déficit là, de 2,6 en proportion de sa population. C'est le plus lourd déficit depuis le début de la série statistique qui a commencé en 2001-2002. Et dans le bilan, on lit aussi que les pertes de Montréal ont eu tendance à augmenter depuis quelques années, mais que ça s'est amplifié depuis les années 2019 et 2020, donc juste avant la pandémie.
Ça, en fait, on le constate dans notre pratique chez Visages régionaux. Bon, ça fait 12 ans que je fais ce métier-là. On n'était clairement pas là quand Visages régionaux a commencé. Je me souviens, il fallait que j'aille défendre l'intérêt de faire des stratégies d'attractivité auprès des conseils municipaux. Puis au fil du temps, on a senti qu'il y avait quand même tranquillement un mouvement qui commençait à s'installer. Puis aujourd'hui, on ne fournit tout simplement pas à la demande. Donc, on peut dire que oui, l'exode rural existe encore, évidemment, mais la vapeur a tendance à se renverser. Puis ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire, d'une part, que le mouvement, il est bel et bien présent. Ça veut dire aussi que nos régions, elles sont réellement attractives et que ben, les efforts de promotion, les efforts de développement portent fruit. Ça veut dire aussi qu'il faut continuer il faut continuer dans ce sens-là et fournir les efforts qui vont nous permettre de se distinguer encore plus. Évidemment, tout ça, évidemment, on s'en réjouit, hein? On est content de voir ce bilan-là là, qui est positif pour les régions, mais ça présente aussi des effets collatéraux que vous sentez peut-être déjà dans vos milieux. Plus de pression sur l'habitation, mais aussi sur les services de proximité. On le voit un peu partout, surtout en ce qui concerne l'habitation, raison pour laquelle on a décidé de faire la prochaine série de 3 webinaires sur ce sujet-là. Mais également aussi, là, puis c'est pour ça aussi que vous êtes 325 personnes à vous être inscrites à ce webinaire-là. Il y a de plus en plus de régions, de plus en plus de municipalités qui veulent se positionner et profiter de ce contexte-là. En fait, là, je vous mets cette statistique-là ici sous les yeux. Là, au Québec, il y a 14 régions sur 18 qui ont placé l'attractivité du territoire ou ce qui a rapport avec l'identité de leur territoire au cœur de leurs priorités régionales. Donc, évidemment, là, devant la rareté de main-d'œuvre, le vieillissement de la population, certains enjeux de dévitalisation aussi, la plupart des régions se sont placées en mode solution, se sont placées en mode séduction aussi en quelque sorte. Et c'est la raison pour laquelle présentement, les stratégies d'attractivité se multiplient un peu partout sur les territoires. Donc, avant d'entrer dans les leviers d'attractivité, parce que là, on va vraiment tomber dans la deuxième partie du webinaire là-dedans, je trouvais ça quand même important de définir c'est quoi l'attractivité territoriale, puisqu'on va en parler de long en large dans ce webinaire-ci, mais aussi à travers les prochains sujets. Donc là, c'est vraiment difficile pour moi de vous faire ça de manière synthétisée parce que c'est un sujet qui me passionne. Je donne une formation de 5 heures sur le sujet qui est disponible sur notre site web, la formation en marketing territorial. Là, mon but, c'est de vous faire une intro en 10 minutes. Donc, pardonnez-moi déjà les petits raccourcis que je vais être obligée de faire. Mais en fait, je vais essayer d'y aller à l'essentiel pour que vous reteniez vraiment la base, OK? Donc, l'attractivité d'un territoire, c'est la capacité que vous avez en tant que territoire à attirer et retenir différents types d'acteurs. Important ici, deux mots, hein, attirer et retenir. Quand on veut agir sur l'attractivité d'un territoire, il ne faut pas oublier la rétention parce que ben, vous avez déjà des gens qui vous ont choisi. Donc oui, vous pouvez vouloir vous développer, vous pouvez vouloir attirer des nouvelles personnes, mais concentrez-vous aussi sur qu'est-ce qui fait que les gens habitent chez vous et servez-vous de ça comme levier d'attractivité. Donc, dans les différents types d'acteurs, là, bon, dans la littérature, on peut voir différentes choses. Évidemment, la population active, on peut, par exemple, déterminer qu'on veut sélectionner certains segments, comme par exemple les travailleurs dans tel ou tel domaine pour répondre parfois à certains enjeux de main-d'œuvre. On peut vouloir rejoindre les jeunes familles, les étudiants. Dans les autres types d'acteurs, ben, il y a les entreprises hein, que vous pouvez vouloir attirer chez vous, des entrepreneurs, des artisans, des commerçants. Mais il y a aussi d'autres genres de publics que vous pouvez vouloir attirer, des associations, des organisations, des établissements publics même, festivals, que ce soit des événements là, festifs ou récréatifs, des investisseurs, des touristes. Donc, vous pouvez vraiment vouloir rejoindre un paquet de gens et c'est correct de pouvoir de cibler différentes clientèles cibles. L'attractivité, c'est aussi la capacité à être choisi de façon temporaire et durable. Donc là, je vais un peu dans les définitions pour commencer, mais vous allez voir, là, ça va se concrétiser en cours de route. Il faut savoir que ben, l'attractivité, c'est pas quelque chose qui se décrète. Hein. On arrive rarement à un point dans la vie d'un territoire où on se dit, OK, ça y est, on est attractif. Parce que, en fait, l'attractivité, ça va se construire, ça va se développer, puis elle va s'expliquer par des facteurs qui sont
parfois très objectif, parfois très subjectif. Donc, vous allez voir, là, quand on analyse le parcours de migration d'une personne, quand on lui pose des questions, parfois, c'est des arguments très rationnels, comme par exemple le fait d'avoir trouvé une maison ou une job, et parfois des critères un petit peu plus subjectifs. Donc, par exemple, d'avoir la perception que ce milieu-là est dynamique ou d'avoir l'impression de pouvoir plus facilement se faire des amis à tel ou tel endroit. Donc, tout ça est un ensemble de facteurs là, quand on analyse en fait ce qui fait qu'une personne a choisi un milieu plutôt qu'un autre. Et ben, l'attractivité aussi, ça va s'exprimer différemment en fonction des différents types d'acteurs que vous voulez attirer. Très simple à comprendre, si vous voulez, par exemple, attirer une jeune famille, ben, c'est pas la même chose qui va les attirer que, par exemple, des étudiants ou encore des retraités. Donc, ça va être important de réfléchir à votre clientèle cible parce que si on veut justement les attirer de telle ou telle façon, ben, on va agir différemment selon la cible qu'on a. Là, je vous mets un petit graphique ici. C'est la seule fois que vous allez avoir quelque chose d'un petit peu complexe là, dans le contenu, mais vous allez voir, c'est super simple à comprendre. En fait, l'idée ici, là, dans ce petit graphique-là, c'est que quand on veut développer l'attractivité de notre territoire, on va vouloir agir sur le petit X ici. Donc, de réduire l'écart entre l'image perçue et l'image voulue. L'image perçue, c'est celle qui vous colle actuellement, qui peut aussi être différente selon les différents publics cibles. Donc, on va vouloir réduire cet écart-là et se rapprocher en fait de l'image voulue, donc du positionnement. On va revenir à cette notion-là de positionnement dans quelques instants parce qu'elle est centrale quand on parle d'attractivité du territoire. Donc, le positionnement, c'est l'image que vous souhaitez avoir, c'est l'image dans laquelle vous inscrivez une certaine forme de vision. Et donc, pour agir sur la perception des gens, il va falloir traduire notre positionnement en actions concrètes. Donc, on va communiquer, mais on va aussi continuer de développer notre milieu en lien avec ce positionnement-là qu'on souhaite avoir. Et ensuite de ça, ben, nécessairement, ça va avoir un impact là, sur la perception que vous avez, donc que les différents publics cibles vont avoir de votre milieu. Et donc, tranquillement, vous allez vous rapprocher de votre objectif. Je prends le temps de vous expliquer ce que c'est le positionnement puisque je vous en ai parlé et que je vais vous en reparler dans le contenu. Le positionnement, c'est l'image que vous souhaitez avoir. Et quand on prend le temps de définir un positionnement, chose que vous pouvez faire à l'interne, si vous êtes intéressé de le faire à l'interne, puis que vous ne savez pas trop par quel bout prendre ça, notre formation en marketing territorial explique vraiment les étapes là, pour y arriver. Mais vous pouvez aussi être accompagné là, pour déterminer votre positionnement puisque c'est le cœur qui va influencer l'ensemble de vos communications, mais aussi l'ensemble des actions à mettre en place pour renforcer l'attractivité de votre territoire. Un positionnement, on veut que ça arrive en plein cœur de ce triangle-là. Donc, on est à la jonction entre ce que vous êtes actuellement comme territoire, votre identité territoriale, votre ADN, les valeurs qu'on retrouve de manière transversale sur votre territoire. En fait, c'est de prendre le temps de déterminer, oui, ces valeurs-là, mais aussi quels sont les actifs stratégiques sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Et que, en fait, quand on parle de vous, c'est à ça qu'on pense, d'abord et avant tout. Donc ça, c'est une première composante. Ensuite de ça, bien évidemment, il va falloir se concentrer sur qu'est-ce qu'elle recherche, ma clientèle cible, à quoi elle est attachée et aussi, d'un autre côté, c'est quoi votre vision, vos ambitions pour l'avenir. Parce que, évidemment, dans des communications ou dans un plan de développement, on va vouloir incarner puis inscrire des choses dans une certaine vision. Donc, l'idée d'arriver en plein cœur de ça, de ce triangle-là, c'est que si on est trop proche de ce que vous êtes, on n'est pas nécessairement capable de parler à notre clientèle cible. Si on est trop dans l'autre extrémité, trop axé sur ce que recherche notre clientèle cible, bien, on n'est pas dans ce que vous êtes actuellement. Donc, vous allez vous le faire dire. Vos citoyens vont dire, ouais, bien, il me semble que ça ne nous ressemble pas. Donc, ça serait comme un danger d'aller trop du côté de la clientèle cible. Puis, si on n'a pas de vision, ben c'est difficile de faire appel à des gens et de dire, hey, venez chez nous, on s'en va là. Fait que ça vous facilite la vie un petit peu là, quand vous prenez le temps de définir votre vision et tout ça. Donc, tout ce que je viens de vous dire, là, vous pouvez noter ça. Évidemment, vous allez avoir la présentation, mais si vous voulez retenir une chose
dans ce qu'on fait comme travail au niveau du positionnement, de ce qu'il y a à faire chez vous, c'est de déterminer en quoi et pour qui est-ce que vous voulez que le territoire se distingue. Donc, tout ça, évidemment, normalement, on essaye de ramasser tous ces éléments-là dans ce qu'on appelle une marque territoriale, qui est un outil pour promouvoir, pour gérer l'image de votre territoire, peu importe la taille. On en a développé pour des municipalités de 200 quelques habitants ou encore pour des régions administratives. Donc, il y a pas d'échelle, en fait, là. Une marque, ça vous permet d'avoir une bannière, de délivrer un message qui est clair et de savoir comment finalement structurer l'ensemble de vos communications et de votre développement. 4 piliers pour une marque territoriale. Tout ce qui touche le positionnement, la clientèle cible, je vous en ai parlé, ça en fait partie. Tout ce qui touche l'identité visuelle, comment vous allez rayonner, quels outils, quels visuels, quel logo, quel style de photo vous allez utiliser, va s'inscrire dans votre marque. Votre stratégie de com aussi, mais les actions de développement local et régional aussi. Donc, tout ça nous ramène à une équation très simple. L'attractivité de votre territoire, c'est vos actions de développement, plus les communications et le marketing que vous allez faire. Donc, ça, c'était pour la petite intro sur l'attractivité du territoire. Je prends quelques instants pour prendre une petite gorgée d'eau. Donc, au niveau de la clientèle cible, parce que je vous en ai parlé quand même un petit peu à travers le contenu, ça aussi, c'est une notion de base en attractivité territoriale parce que, en fait, vous êtes nombreux à vouloir attirer les jeunes familles, qui est l'appellation qu'on entend tout le temps, partout, peu importe dans le territoire dans lequel on va. Vous voulez généralement attirer des jeunes familles. Puis, en deuxième lieu, vous voulez aussi souvent attirer des entrepreneurs pour dynamiser vos municipalités, vos régions. Et je vous annonce que le bassin est assez limité parce que des gens qui sont prêts à bouger, qui incarnent ce que vous appelez jeune famille ou encore entrepreneur, le bassin est assez limité, puis vous voulez à peu près tous parler aux mêmes personnes. Donc, c'est important de, si vous voulez les attirer, être capable de comprendre qui ils sont. Donc, de ce côté-là aussi, dans notre formation en marketing territorial, on a tout un segment pour comprendre pourquoi les milléniaux, en fait, c'est un peu le segment 18-40 ans, pourquoi ils déménagent en région, qu'est-ce qui fait qu'ils choisissent une municipalité plutôt qu'une autre, et de comprendre aussi les caractéristiques de cette clientèle-là. Parfois, nos élus ou les gens qui sont au niveau des administrations sont plus ou moins loin de cette réalité-là. Donc, il y a quand même un travail à faire pour approfondir cette connaissance-là au niveau de la clientèle cible. De notre côté, on a fait, en fait, bon, on voulait un peu éviter que tous nos clients aient à faire des études de marché pour connaître cette clientèle-là, vu que les gens se ressemblent un petit peu aussi. Comme je vous disais, le bassin est assez homogène, assez limité, quoi qu'il y a des différences et des particularités dans ce grand segment-là, mais quand même, on voulait éviter que tous nos clients aient à faire ces études-là. Donc, de notre côté, on a mené des sondages. On en a mené un en 2016, un en 2019 et depuis ce temps-là, on continue à poser des questions partout où on passe de plein de façons différentes pour comprendre pourquoi est-ce que cette clientèle-là, pourquoi est-ce que ces gens-là déménagent en région. Et donc, ça va nous amener à savoir sur quoi il faut agir. C'est quoi nos leviers d'attractivité? Parce que si on ne se pose pas la question, on peut continuer d'agir puis de développer de plein de façons différentes. Mais encore faut-il savoir qu'est-ce qu'ils veulent pour être capable de développer nos milieux en conséquence. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous en parle avant de vous parler des leviers. Il y a tout un processus là, pour vous amener là où je m'en vais dans le contenu. Donc, peu importe comment on pose la question, que ce soit en choix de réponse, en réponse longue, en discussion, on arrive pas mal toujours à la même place. Et là, je révolutionne pas votre vie en ce moment, vous le savez. Les jeunes vont avoir tendance à justifier les 18-40 ans, là, pour faire ça simple, vont avoir tendance à justifier leur parcours par, en fait, leur choix de migration par un ensemble de raisons. Comme je vous disais en introduction, parfois des raisons très objectives, d'autres plus subjectives. Et la plupart du temps, essayez-le autour de vous, là, les gens vont avoir tendance à nous raconter un peu une histoire, parfois avec plus ou moins de détails, mais quand même, il y a souvent ce côté-là qui revient là, dans la façon dont on nous raconte le choix de migrer en région.
La plupart vont avoir envie de se rapprocher d'un mode de vie qui correspond à leurs valeurs. Ils vont nous parler de simplicité, d'avoir du temps pour soi, de créer, pour développer des projets. On nous parle de tranquillité, on nous parle de qualité de vie. On nous parle d'implication, de vie sociale et dans le discours aussi, on dénote souvent l'argument que qu'en région, il y a une plus grande accessibilité financière des propriétés. C'est pas partout là, sur cette réalité-là, mais quand même, il y a cette perception-là, du moins, qu'en région, c'est moins cher qu'à Montréal. Et ça l'est quand même généralement, mais finalement, qui dit maison moins chère dit aussi moins grande nécessité financière, donc de pouvoir faire des choix de vie basés sur autre chose que juste l'argent puis la job puis d'avoir à payer là, tout ce qu'on a à payer quand on a une grosse hypothèque en ville, par exemple. Le mode de vie va aussi toucher la question de l'emploi. On a devant nous une génération qui a un regard assez ouvert sur le marché du travail, chose qui s'est évidemment, on le sait tous, là, accentuée beaucoup durant la pandémie. Donc, on a une génération aussi qui, dans le travail, va chercher à faire beaucoup de sens, que leurs compétences soient reconnues, soient maximisées, d'avoir une certaine liberté d'horaire. Évidemment, avant la pandémie, on demandait de pouvoir faire du télétravail. Là, aujourd'hui, quasiment les gens demandent de pouvoir retourner au travail, mais ça, c'est autre chose. Mais finalement, dans ce qu'on touche, quand on touche au mode de vie, on est beaucoup dans une quête de sens. Parce que bouger en région fait quand même en sorte qu'on fait le ménage un peu là, dans nos vies. Et donc, on va se rapprocher de ce besoin-là de sens qui va être plus ou moins différent là, pour chaque personne. La famille et les enfants, on s'imagine dans cette clientèle-là, il y a comme une espèce d'idée généralisée que les régions sont un endroit propice, encore plus épanouissant pour les enfants. Donc nature, jeux libres, plus petites écoles, proximité avec la communauté, avec les professeurs. Donc tout ça, fait partie de l'ensemble de raisons numéro 2 qui est celui de la famille et des enfants. On a aussi un autre pan de cette clientèle-là qui vient des régions, donc qui a grandi dans un milieu rural ou autre, et qui, à l'approche d'un certain âge là, de se grounder un peu plus, disons-le comme ça, vont vouloir se rapprocher de leur famille, donc de revenir vers leurs origines. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que dans cette clientèle-là, on a peut-être tendance à l'oublier un petit peu, mais on parle d'à peu près 46 des milléniaux qui sont des parents actuellement. Donc, tout ce qui touche l'école, les places en garderie, petit clin d'œil ici parce qu'on va en reparler plus tard, font partie des éléments qui vont être déterminants dans leur choix d'un lieu où migrer en région. Et il faut savoir aussi que 52 des femmes sont des mamans. Donc, encore ici, petit clin d'œil. Donc, voilà pour la famille et les enfants. Maintenant, pour le troisième segment sur la nature et le plein air, en fait, ici, on fait une distinction entre la nature et le plein air, l'accès à la nature et le plein air, parce que c'est pas tout le monde qui va pratiquer, par exemple, des activités de plein air, mais il y a quand même une bonne proportion de gens qui vont faire le choix de bouger en région pour avoir cette plus grande accessibilité-là. Mais il y en a d'autres pour qui, bon, le plein air, c'est pas tellement important pour eux, mais par contre, de pouvoir aller marcher en forêt, de pouvoir avoir le fleuve sous les yeux, fait partie des éléments qui vont être déterminants dans leur choix de migration en région. L'espèce de bulle autour d'eux autres, autour d'eux, dans leur environnement, là, va être important. Par rapport à ça ici, j'avais quand même une petite note importante là, parce que souvent, quand on regarde là, différentes stratégies passées, on constate que les jeunes ici vont avoir tendance souvent à expliquer leur parcours de migration, pas tant pour fuir les aspects négatifs de la ville, mais vraiment pour bénéficier des atouts de la campagne. Donc, dans votre argumentaire, je vous déconseille fortement de tout miser sur des messages qui seraient basés sur, par exemple, ici, on a moins de pollution, moins de trafic, tout ça, parce que c'est pas nécessairement ça qui va les toucher, mais plus de mettre de l'avant ce qu'il y a dans votre milieu de vie qui va leur permettre de s'épanouir selon ces différentes raisons-là ou différents critères.
Donc, c'est juste un petit, un petit drapeau là, que je lève ici, là. On migre pour bénéficier des atouts de la campagne et non pas pour fuir la ville parce que cet attachement-là avec la ville est encore super important pour la plupart, des jeunes dans cette mouvance-là, là, en fait, ça va plutôt être un avantage qu'un désavantage d'avoir une ville pas trop loin. Donc, gardez ça en tête là, quand vous, développez votre stratégie. Donc, tout ce que je viens de vous dire m'amène maintenant à vous parler des différents leviers d'attractivité euh, qu'on a développés à travers notre pratique. Vous ne trouverez pas ça tel quel dans la littérature sur l'attractivité territoriale au Québec. Là, c'est vraiment une mouture personnelle à visages régionaux. Leviers aussi avec lesquels on travaille quand on bâtit des plans d'attractivité. Chacun de ces leviers-là fait écho soit à des caractéristiques qu'on retrouve de manière très large au niveau des milléniaux dans la littérature, mais aussi fait écho aux milliers de personnes avec qui on a eu l'occasion de parler à travers notre parcours et qui soit ont fait ce choix-là de vivre en région ou soit pensent le faire dans les prochaines années. Aujourd'hui, je vais vous présenter, bon, parfois, je vais faire une mise en contexte sur les différents leviers. Parfois, je vais rentrer vraiment un petit peu plus dans le détail pour chacun. Mais en fait, puis à l'occasion aussi, je vais vous présenter des exemples. L'idée ici, c'est pas nécessairement de reprendre ces exemples-là puis de dire, ben, Visage Régionaux nous a parlé de ça, c'est intéressant, on devrait explorer telle ou telle avenue. C'est des pistes de réflexion, mais je vous invite vraiment à vous coller sur l'analyse de votre propre milieu avant d'aller vers telle ou telle solution parce que ça reste des solutions assez générales dont je vais vous parler aujourd'hui. Et tout ça a quand même avantage à s'inscrire dans une démarche qui est propre à votre municipalité, dans laquelle vous déterminez votre positionnement, par exemple, ou dans laquelle vous inscrivez différentes choses dans votre plan de développement. Et la raison pour laquelle on a démarré la centrale de l'attractivité des territoires, c'est qu'on voit que, encore une fois, à travers notre pratique, vous avez des enjeux qui se ressemblent. Vos réalités sont différentes, mais vos enjeux se ressemblent. Et c'est la raison pour laquelle on est allé vers des spécialistes qui font partie de notre écosystème, vers des collaborateurs qui ont une connaissance beaucoup plus pointue et beaucoup plus aiguisée des solutions. Quand on touche, par exemple, au thème de l'habitation, nous, on reste des généralistes. On connaît les solutions, on sait qu'elles existent, mais c'est pas nous qui allons revoir votre plan d'aménagement, par exemple, ou revoir vos outils urbanistiques. Par contre, ça va arriver que dans un plan d'attractivité, on lève des drapeaux rouges là-dessus, dire, bon, mais telle solution sont à votre portée. Par contre, il y a quand même des éléments préalables. Donc, on est allé voir à travers nos collaborateurs qui seraient les plus pertinents à vous présenter dans les thèmes en lien avec les sujets qu'on voit qui vous touchent là, de manière assez générale un petit peu partout au Québec. Donc, on commence par le thème de l'habitation. En fait, ici, on a devant nous un chantier très important à la grandeur du Québec. On a beau faire toutes les communications du monde et c'est un peu dans ce genre de situation-là qu'on se retrouve avec certains des territoires qu'on accompagne depuis longtemps et pour lesquels on a refait le branding, on a refait la stratégie de com, on a commencé à attirer des gens, ça marche, le téléphone sonne, puis là, ben, on se retrouve devant ça. Le fait que, ben, on n'est pas capable de les accueillir. Pas de maison ou très faiblement, rareté de logement, hein, parce qu'il y a souvent les gens qui vont vouloir louer. En fait, dans nos études, là, on constate que 50% des gens qui vont vouloir louer un logement avant d'acheter une maison chez vous. Donc, ça nous prend des logements pour pouvoir les accueillir. Vieillissement des maisons, difficulté d'attirer des promoteurs ou on attire des promoteurs puis on prend le premier qui passe parce qu'on s'imagine que chez nous, ben, on n'a pas nécessairement la capacité d'attirer des promoteurs qui sont en cohérence avec nos valeurs, par exemple. Inadéquation entre les logements et les maisons qui sont disponibles et les besoins des nouveaux arrivants, parce qu'on ne se le cachera pas, hein, l'espèce de rêve rural là, de la belle grande maison à louer avec un beau grand terrain, pas cher, 500 $ par mois à peu près,
Ça fait partie du rêve rural que les gens qui sont en ville ont. Par contre, des maisons comme ça, je ne sais pas chez vous, mais nous, dans la région où je me trouve, dans le Kamouraska, c'est plutôt rare, en fait. Et les quelques maisons qui sont sur le marché, ben, on se les arrache. Et justement, ça nous mène à la surenchère qui a été largement accentuée durant la pandémie, flambée des prix des maisons, flambée des prix des logements, et on a aussi tout le phénomène des chalets et locations court terme qu'on a devant nous et qui enlèvent, entre guillemets, des logements ou des maisons qui pourraient servir à des nouveaux arrivants. Donc, un nœud majeur auquel beaucoup de territoires font face, et donc, si vous arrivez à vous distinguer sur le plan de l'habitation, vous allez faire des gains importants. Et ça, c'est vraiment central parce qu'on le voit, là, les communications autour du mode de vie des régions se multiplient. Toutes les régions vont tenter de faire valoir leur unicité, leurs arguments, mais celles qui vont tirer des résultats concrets de tout ça, ben, c'est celles qui, de manière très simple, vont être capables de les accueillir. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a, devant tous ces grands enjeux, on s'est dit, bon, on sait que les solutions existent. Nous, on est des généralistes. On a des collaborateurs autour de nous qui travaillent sur ces sujets-là. Donc, pourquoi pas vous les présenter et commencer une discussion sur ce thème-là autour des solutions. Et ça, c'est vraiment important. La centrale de l'attractivité des territoires qu'on met en place est axée sur les solutions pour vous distinguer là-dedans. Donc, 23 février, vous avez l'opportunité de rencontrer Enclume, qui est une super belle firme, une coop en plus de ça, et qui vont explorer avec nous, là, on va être vraiment en mode introduction, là, explorer différents outils fonciers qui vont pouvoir servir à stimuler le développement de votre territoire, en plus d'illustrer ces outils-là par des études de cas, hein, parce qu'on leur a demandé d'être concrets et pragmatiques à tous. Ils vont aussi vous parler de l'importance d'inscrire ces outils-là dans une vision qui est forte et qui est cohérente pour votre territoire. Donc, on revient un peu à ma notion de positionnement. Donc, dans ce webinaire-là, on va couvrir différents scénarios. Par exemple, est-ce que votre municipalité possède déjà un terrain à développer? Est-ce qu'elle envisage, par exemple, être promoteur, parce que vous pouvez être un promoteur immobilier à votre façon, ou est-ce que vous voulez, par exemple, plutôt encadrer le travail d'un promoteur? Ou bien vous n'avez pas encore fait l'acquisition d'un terrain, mais vous avez un œil sur un terrain, vous voulez l'acquérir à plus ou moins long terme. Ou encore, vous ne l'avez pas, vous ne voulez pas l'acquérir non plus, mais vous voulez quand même générer des retombées bénéfiques pour votre territoire. Donc, avec Enclume, on va regarder les outils fonciers les plus efficaces qui sont à votre portée. Donc, on va parler de réserve foncière, réserve pour fins publiques. On va parler de programmes d'acquisition, par exemple, d'immeubles dans les centres-villes. On va parler de soutien au développement économique, de règlements sur la tarification, de servitude, de bail amphithéotique. Bref, plein d'affaires que peut-être que là, je parle un peu chinois pour vous, peut-être pas du tout. Mais tout ça, on va voir ça dans le détail avec Enclume, avec des études de cas. Donc ça va vous permettre de connaître en tant que municipalité, c'est quoi les outils que vous avez en main pour faire face à ce défi-là au niveau de l'habitation. Ensuite de ça, avec Ville Nouvelle, on va creuser un petit peu plus en profondeur le cas de figure que, en tout cas, nous, on voit le plus souvent possible. Celui où, par exemple, la municipalité a fait l'acquisition d'un terrain puis ne veut pas nécessairement être promoteur elle-même, mais aimerait attirer un promoteur immobilier pour développer un grand terrain ou encore des logements locatifs. Donc, ici, l'idée, là, c'est vraiment de faire un tour d'horizon de différentes stratégies d'attraction de promoteurs immobiliers, mais aussi de faire un peu le portrait de quelles sont les variables importantes dans leur prise de décision. Parce que là, ici, on est comme dans un autre monde au niveau de la clientèle cible. Vous voulez attirer des gens qui ont une vision, qui ont un regard et qui ont certains critères avant de dire, ben oui, ça m'intéresse d'aller dans telle municipalité, même si c'est un peu loin de ce que je fais d'habitude. Bref, l'idée ici avec Cédric, ça va être de comprendre leur réalité pour être capable de les attirer ensuite. Ensuite de ça, on va aller du côté d'écohabitation. Ici,
parce que c'est un changement de fond qui s'opère plus qu'une mode, là, on va parler de comment baliser le développement immobilier avec des paramètres environnementaux. Votre clientèle cible, les jeunes familles, sont très sensibles à cette particularité-là. C'est la génération pour qui l'environnement fait partie de leurs valeurs de fond. Donc, si vous voulez vous distinguer, ce côté-là est hautement intéressant et stratégique là, en tant que municipalité. Donc, ici, on va regarder différentes solutions pour motiver le développement de quartiers résidentiels durables. On va voir aussi différentes possibilités d'action qui sont à votre portée en tant que municipalité. Puis, dans une deuxième partie, on trouvait ça quand même intéressant que Mathieu nous parle du fonctionnement d'un nouveau programme qu'il y a chez Éco-Habitation qui s'appelle Je rénove Éco. Programme qui permet de faciliter la réalisation de rénovations éco-énergétiques parce que notre parc immobilier est souvent vieillissant, n'est-ce pas? Dans nos villages, on veut continuer de densifier, on veut continuer d'habiter nos noyaux villageois, mais on a plusieurs maisons qui vont être libérées parfois dans les prochaines années ou sont déjà libérées et qui vont avoir besoin d'amour. Donc, on va regarder comment faire ça dans une perspective où on encourage les rénovations éco-énergétiques et donc une autre façon de vous positionner comme vraiment proactif au plan de l'habitation. Donc, ça va faire partie des solutions qu'on présente dans la centrale dans les prochains mois, dans les prochaines semaines. Donc, vous pouvez vous inscrire à ça si ce n'est pas déjà fait. Si les dates ne vous conviennent pas, c'est pas grave, ça va être exactement comme cette présentation-ci. Vous allez l'avoir par courriel par la suite, donc vous allez pouvoir vous y référer. Mais si vous n'avez pas pu y assister, vous allez l'avoir en différé sans problème. Un autre des leviers sur lesquels on peut se distinguer, c'est celui des services de proximité. Donc, l'idée ici, évidemment, c'est de suivre un peu les nouveaux besoins. Donc, de voir un peu quels sont ces besoins-là que notre clientèle cible a, puis comment continuer de faire évoluer nos milieux pour se distinguer de ce côté-là. Ça, ici, l'attraction et la rétention passent beaucoup par les places en garderie qui est un autre des enjeux qu'on voit un petit peu partout sur notre territoire, sur nos territoires. Donc ici, de notre côté, on est allé voir un peu, ça va être probablement le prochain thème, le thème du prochain webinaire, là, parce ce qu'on a vu à date là, dans les réponses aux petits questionnaires qu'on vous pose, à savoir c'est quoi les prochaines thématiques qui sont les plus pertinentes pour vous. À date, ça revient beaucoup. Donc, on va regarder différentes solutions à la portée des municipalités, solutions qui sont beaucoup liées à comment on travaille les plans d'attractivité dans cette sphère-là qui sont les places en garderie. Donc, on va regarder d'abord comment prendre le pouls de notre territoire, de consulter nos familles. Est-ce que c'est vraiment un besoin chez nous? Combien de places il manque? De voir un peu, de planifier un peu avec notre communauté, à savoir, nos familles, là, est-ce qu'ils envisagent d'avoir peut-être d'agrandir la famille? Est-ce que ça fait partie des plans, oui ou non, sans nécessairement rentrer dans une évaluation très exhaustive, mais quand même, évaluer nos besoins, se connecter sur notre communauté comme première étape. Ensuite de ça, vous avez la capacité en tant que municipalité à modifier certains de vos règlements pour rendre plus facile la création, par exemple, d'une garderie CPE ou un satellite qu'on appelle, ou encore de faciliter l'implantation de responsables en service de garde, des RSG qu'on appelle. Par exemple, au niveau du zonage, des permis, de l'urbanisme, de la construction, vous avez des options de ce côté-là. Donc, on va regarder en détail quelles sont ces possibilités-là. Et aussi, en tant que dans les autres solutions qui existent et qu'on voit un petit peu partout au Québec arriver de plus en plus, il y a la possibilité d'émettre des subventions, par exemple, au démarrage de RSG, donc de responsables en service de garde, qui sont ce qu'on appelle plus communément les garderies en milieu familial, qu'elles soient privées ou qu'elles fassent partie du réseau public. Une autre des formules qui fonctionne et qu'on a eu l'occasion d'étudier dans le passé, c'est la formule coopérative ou encore au BNL, là, à Saint-Hubal, dans un petit milieu qu'on a déjà accompagné, 1400 habitants confrontés aux mêmes défis. Ils sont allés vers une coop qui fonctionne encore à ce jour. Donc,
Donc ça, c'est une autre belle possibilité. On va regarder aussi dans ce thème-là c'est quoi les étapes, les préalables à la création d'un satellite CPE, puis aussi comment travailler conjointement avec vos entreprises. Si vous avez des entreprises qui engagent plusieurs personnes, qui potentiellement aussi ont des enjeux de main-d'œuvre, ben peut-être que là, il y a un beau projet commun à faire. On a des exemples de ça chez Premier Tech, par exemple, à Rivière-du-Loup ou encore chez Berger. Donc, il y a une collaboration qui peut se faire avec vos entreprises. Au niveau des services de proximité, en fait, là, quand on analyse les besoins et les accélérateurs à l'établissement chez les jeunes, ben, en fait, c'est souvent quand vos milieux présentent un lieu de socialisation. Café, resto, bar. Bon, évidemment, ça a été difficile pour ces entrepreneurs-là pendant la pandémie. Je vous invite fortement, si vous pouvez le faire, à continuer de les encourager pour qu'ils réussissent à passer à travers tout ça. Mais parce qu'on le voit, là, que ce soit avec les microbrasseries, par exemple, on voit que c'est les endroits où il y a un espace comme celui-là permet d'attirer de manière plus large la clientèle des 18-40 ans. Sinon, épicerie, dépanneur, c'est quand même parmi la base là, de ce qu'on va rechercher en tant que jeune dans cette clientèle-là pour aller s'établir. Quand vous avez une épicerie ou un dépanneur qui a une petite tangente de produits locaux, ça marche encore plus, disons-le. Ça peut devenir même un moteur d'attractivité pour votre milieu. Même chose quand vous avez école primaire à proximité, ben, dans votre village et une école secondaire à proximité, ça aide beaucoup aussi. On voit de plus en plus des municipalités qui travaillent conjointement avec les équipes écoles pour donner une couleur particulière à leurs écoles. Donc, ça pourra aussi faire l'objet d'un prochain thème de la centrale. Donc, de voir, tu sais, par exemple, j'ai en tête une municipalité, une école à Saint-Félix d'Otis au Saguenay, qui ont développé tout un programme au niveau du plein air. Donc, plein air, développement durable, et ça a permis non seulement de sauver l'école, mais aussi d'attirer des nouvelles personnes. Donc, on peut aussi dans tout ça explorer différents modèles pour démarrer et maintenir des services de proximité. Je pense par exemple à la formule coop. Il y a le plus petit milieu qu'on a accompagné dans l'histoire des visages régionaux à Béjoine-Bitz, qui est une petite municipalité de 86 habitants sur la Côte-Nord, avec qui on a fait des épisodes de balado, mais aussi un magazine pour faire connaître cet espace-là. Il y a une coopérative qui a vu le jour il y a quelques années maintenant qui s'appelle Les Choix de Marguerite, qui est un dépanneur, en fait, qui est une petite épicerie. Celle qui, en région, actuellement, compte le plus de vin nature. C'est quand même intéressant à constater pour une municipalité de 86 habitants. Je vous invite à aller voir ce modèle-là, vraiment intéressant parce que, selon les conseillers qui les accompagnaient dans le dossier initialement, ça prenait beaucoup plus de gens. Là. On parle d'à peu près 1000 personnes pour faire vivre une épicerie de village. Eux ont réussi à 86. Donc, je vous invite à aller voir ça. Super intéressant comme modèle. On peut aussi penser à la multifonctionnalité des usages. Donc, par exemple, il y a un projet qu'on a accompagné il y a maintenant plusieurs années là, à la Pocatière, la Mosaïque, qui est un espace qui accueille maintenant une bibliothèque, tout un programme de réalité virtuelle, une salle d'exposition, une salle de conférence, du coworking. Donc, de mettre tout ça ensemble, ça permet que, en fait, chacun de ces projets-là n'aurait pas nécessairement la capacité d'exister, mais en se mettant ensemble, par exemple, là, on a un projet qui se tient, on a un projet solide. Et la localisation inusitée, je trouve ça quand même intéressant de le soulever parce que souvent, on a des espaces vacants dans nos milieux, puis on n'est pas nécessairement porté à les observer pour nos projets. Encore une fois, il y a plusieurs années, on a accompagné un projet en démarrage qui était du coworking et de l'hébergement pour travailleurs saisonniers, donc multifonctionnalité, dans une ancienne résidence de personnes âgées. Donc, on a pu refaire vivre un lieu là, qui était dans un cœur de village, qui était inutilisé et qui a permis de créer 2 propositions qui répondaient à 2 besoins dans cette municipalité-là, qui est à Mont-Carmel, là, dans le Kamouraska. Ensuite, on a l'axe sur l'emploi et l'entrepreneuriat. Donc, plusieurs choses que vous pouvez faire ici. Premièrement, du côté de l'emploi.
là, ici, il y a quand même un grand débat, puis on aura l'occasion, encore une fois, d'en reparler dans un prochain thème, mais au niveau de l'emploi, tu sais, je suis d'avis que les municipalités ou les MRC ne doivent pas se substituer aux efforts de recrutement des entreprises, mais plutôt de préparer le terrain, d'accueillir, peut-être de porter différentes missions au niveau du recrutement, mais en fait, vous ne pouvez pas faire la job à leur place pour attirer des gens. Mais par contre, vous pouvez développer des outils pour parler du milieu, vous pouvez valoriser vos employeurs, vous pouvez les aider à, par exemple, je pense à Lebel-sur-Quévillon, une petite municipalité dans la baie James qu'on accompagne, qui ont développé un salon de l'emploi en ligne avec des employeurs, ils ont organisé tout ça. Donc ça, c'est le genre d'initiative qui fonctionne bien à porter au niveau municipal ou au niveau régional. Puis vous pouvez aussi soutenir vos employeurs dans l'amélioration des pratiques RH. Je pense par exemple ici à l'Association de villégiature de Tremblant, une organisation qui rassemble 80 employeurs autour du Mont-Tremblant qu'on a accompagné dans le développement d'une marque employeur. Oui, au niveau des communications, il y a des choses qui peuvent être faites, mais aussi au niveau des pratiques RH, l'AVT, l'Association de villégiature Tremblant, travaille beaucoup dans les entreprises à faire en sorte que les pratiques au niveau des ressources humaines soient facilitées et qu'on ait des milieux de travail qui soient agréables, en plus d'avoir des milieux de vie qui le soient également. Maintenant, au niveau de l'entrepreneuriat, en fait, il y a plusieurs axes sur lesquels vous pouvez agir. Le but, c'est un peu de commencer à développer la culture ou la communauté entrepreneuriale dans votre milieu. Et ça, ben, on imagine un continuum, là, il y a plusieurs endroits sur lesquels vous pouvez vous positionner ou vous pouvez agir. Par exemple, au début du continuum, ben, il y a les jeunes. Il y a ceux qui sont assez loin de ça présentement. Donc, vous pouvez sensibiliser les jeunes à l'entrepreneuriat. Vous pouvez aussi favoriser l'établissement de nouvelles entreprises. Donc, aussi de valoriser les différents entrepreneurs sur votre territoire, mettre en place des programmes d'achat local, soutenir les entreprises dans leur croissance, animer, réseauter et aussi favoriser l'entreprise, la reprise d'entreprise et le maintien des services dans vos municipalités. Là, je vais commencer à aller un petit peu plus vite parce qu'il nous reste à peu près 10 minutes et il me reste encore plusieurs choses à vous dire, mais tout ça sont des choses que vous pouvez faire. Et au niveau de la reprise d'entreprise, je trouvais ça intéressant quand même de vous montrer un petit exemple de ce qu'on a fait pour la Vallée des Lacs. Donc, c'est un territoire qu'on accompagne, un regroupement de quelques municipalités dans le Bas-Saint-Laurent, avec qui on travaille beaucoup les opportunités entrepreneuriales. Donc, ici, par exemple, un petit visuel qu'on a développé pour Facebook. Gilles cherche relève pour son garage à Eau-Claire et vous voyez le nombre de partages qu'il y a eu sur cette publication-là. Et des commentaires. Donc, il y a tout un mouvement là, que vous pouvez créer parce que si vous voulez maintenir vos services de proximité, bien, ça passe beaucoup par des entrepreneurs. Maintenant, au niveau de la participation citoyenne, il y a différents niveaux d'intervention sur lesquels vous pouvez agir. Vous pouvez, on vous suggère vraiment d'implanter une stratégie pour continuer d'informer vos citoyens sur ce qui se passe chez vous, de les consulter aussi à l'occasion, avec les moyens techniques qu'on a aujourd'hui, mettre en place une petite consultation publique, que ce soit via les médias sociaux, via votre site web. C'est assez simple, donc on vous suggère de justement pour démontrer votre ouverture en tant que milieu, bien, il y a plein de choses que vous pouvez faire là, pour poser des questions. Puis vous pouvez aussi, donc au niveau de la mobilisation, je vois beaucoup de comités qui ont de la misère disons, à recruter. Donc, il y a probablement des façons différentes que vous pouvez faire les choses, créer des comités par intérêt, des comités par projet, solliciter les gens sur la base de leurs connaissances, sur la base de leur expertise aussi. Et au niveau de donner les moyens d'agir, le meilleur exemple que j'ai pour ça, c'est tout ce qui touche les budgets participatifs. Si vous allez sur le site web budgetparticipatifquebec.ca, vous avez un onglet sur les projets inspirants. Donc, vous pouvez aller vous informer, regarder, vous inspirer, puis voir un peu comment ces différents programmes-là peuvent être mis en place. Je passe rapidement au niveau des initiatives rassembleuses. Là, évidemment qu'on est encore c'est encore un peu difficile dans les temps qui courent de mettre en place de ce genre d'initiative-là. Mais sachez que la perception
que les gens ont d'une communauté qui est dynamique, donc qui influence aussi le fait de choisir ce lieu-là, passe beaucoup par la présence d'activités, d'événements, de rencontres, de culture, de loisirs, d'infrastructures, de sport. Donc, vraiment, là, de permettre aux gens de se rassembler quand ce sera possible de le faire. On vous invite fortement à mettre en place des initiatives comme celle-là parce que c'est celles qui ont un véritable impact et que les liens se créent entre les gens. Maintenant, au niveau de la protection de l'environnement, ça aussi, vous pouvez agir à différentes échelles. En tant que milieu, vous pouvez encourager des gestes citoyens. Je pense par exemple à la promotion de vos maraîchers locaux. Je pense par exemple aux jardins communautaires aussi. Donc, il y a plein de choses que vous pouvez faire de ce côté-là. Vous pouvez aussi agir à l'échelle de votre institution municipale ou régionale. Je pense par exemple aux îles de la Madeleine qui ont maintenant une voiture électrique pour leurs employés municipaux. Je pense aussi à toutes sortes d'initiatives qui existent là, pour réduire l'utilisation de papier. Donc, vous pouvez communiquer, donc de mettre en place ces changements-là, bien, vous permet de communiquer aussi là-dessus, puis d'inscrire votre positionnement dans cet axe-là au niveau de l'environnement. Vous pouvez aussi encourager des changements de société. Je pense par exemple à Sainte-Luce, dans le Bas-Saint-Laurent, il y a toute une initiative au niveau du nettoyage des berges dans laquelle la municipalité s'implique. Donc, d'impliquer les gens dans des changements. Puis aussi, là, de manière plus large, on voit là, toutes sortes de subventions, par exemple pour des couches lavables, des économisateurs d'eau, des bacs de récupération d'eau de pluie. Donc, ça permet de vous donner plein de petits arguments de plus là, pour développer votre attractivité. Mon avant-dernier levier, c'est celui de la nature et du plein air. Donc ici, c'est très simple. Comment faire en sorte d'amener les gens à jouer dehors, donc de protéger, d'améliorer vos parcs, vos espaces verts, vos sentiers récréatifs. Comme je vous le disais, la nature et le plein air, ça fait vraiment partie des éléments clés qui font partie des raisons pour lesquelles les gens déménagent en région. Donc, d'avoir la possibilité de pouvoir juste sortir puis de profiter de tout ça, c'est hautement distinctif. Et vous pouvez aussi promouvoir les activités, les lieux de pratique, puis initier aussi à la découverte. Je pense par exemple à différentes municipalités qui prêtent des raquettes, par exemple, à leurs citoyens ou des skis de fond ou je pense qu'une petite municipalité, je ne me souviens plus exactement le nom, mais sur le bord du fleuve qui prête des paddleboards. Donc, ça permet là, de développer votre attractivité en lien avec la nature et le plein air. Et je termine en parlant d'accueil et d'inclusion des nouveaux résidents, mais aussi des personnes qui sont issues de l'immigration. J'avais envie de vous laisser sur cette image-là. Parce que quand on veut attirer des gens chez nous, bon, on va avoir fait plein de communications, on va développer nos milieux, mais c'est important quand même de tendre vers l'inclusion au-delà de l'intégration, parce que vous voyez vraiment bien la différence dans cette image-là. On voit plein de choses, politique d'accueil, cadeaux de bienvenue, produits locaux, pochettes qui présentent des services et tout ça. Je vous invite à faire en sorte d'aller peut-être un petit peu plus loin. Par exemple, on voit des milieux qui proposent un accueil chaleureux par le maire ou un conseiller. Bref, un accueil en personne quand c'est possible. Ça laisse une trace quand même dans les perceptions. Donc, il y a aussi différentes façons de faire expérimenter le territoire. Avec Saint-Hubert, on avait travaillé, ça c'est dans Port-Neuf, j'en ai parlé en introduction, on avait travaillé une carte. Et donc, à chaque endroit, les gens avaient accès à des petits rabais ou une petite histoire là, en lien avec les différents entrepreneurs qui se trouvent sur leur territoire. Donc, il me reste 4 petites minutes. Donc, je voulais vous amener en terminant sur la page de la centrale ici sur laquelle vous vous êtes inscrit. Bon, là, vous voyez ici, là, c'est l'inscription pour les 3 prochains webinaires, mais je voulais vous amener ici. Je vous ai parlé de plein de choses, mais si vous voulez déposer une idée pour un prochain webinaire, je vous invite à venir remplir ce questionnaire qui ne prend qu'une seule minute à remplir et de nous faire part de vos besoins par rapport à différents contenus qu'on pourrait discuter ensemble dans différents contenus. Donc, voilà, merci vraiment beaucoup d'avoir été présent en grand nombre. On se dit à la prochaine.
j'espère. Donc voilà, merci tout le monde.